Et si tout ce qu'on nous a appris sur la Première Guerre mondiale était faux? C'est la question, un peu folle, je l'avoue, que pose le livre Histoire cachée. Attention, on ne parle pas ici d'une petite correction d'histoire, mais d'une idée beaucoup plus radicale. Et si le récit officiel était en fait une supercherie montée de toutes pièces? Préparez-vous, parce qu'on va explorer ce conflit sous un angle complètement différent. Voilà. Dès le début, le ton est donné, c'est direct. L'affirmation est brutale. L'histoire de la Première Guerre mondiale est un mensonge. Le livre ne nie pas l'horreur des combats, bien sûr. Ce qu'il dit, c'est que la cause profonde, la vraie raison du conflit, nous a été cachée. Et le coupable, ce n'est pas celui qu'on croit. Oubliez l'Allemagne, selon les auteurs, il faut regarder du côté de la Grande-Bretagne. Alors forcément, la question se pose. Si le récit qu'on connaît tous est un mensonge, eh bien, où est la vérité? Le livre prétend l'avoir trouvé après des années de recherche pour, je cite, « dénouer la toile de tromperie ». Alors accrochons-nous, on va suivre leur enquête pas à pas. Pour comprendre cette théorie, il faut d'abord savoir de qui on parle. D'après le livre, la guerre n'est pas arrivée par hasard. Non, elle serait l'œuvre d'un petit groupe d'hommes, très puissants, de véritables conspirateurs qui agissaient dans l'ombre. Et voici le cœur du réacteur de toute cette histoire, une élite secrète. Pour les auteurs, la guerre n'a absolument rien d'un accident. C'est le résultat d'un plan mis en place par ce groupe dès 1891 à Londres. Et leur but? Eh bien rien de moins que le contrôle du monde, carrément. Ce qui est troublant, c'est que cette théorie ne parle pas de fantômes. Elle donne des noms et pas des petits noms. On a le magnat du diamant Cecil Rhodes, le banquier le plus puissant du monde Lord Rothschild ou encore un conseiller très proche de la famille royale. Il faut juste imaginer une seconde la puissance de ces hommes réunis. Ils contrôlaient la finance, les ressources, les médias et l'accès au pouvoir politique. Et comme pièce à conviction, les auteurs s'appuient sur cette citation. Elle est tirée du testament de Cecil Rhodes lui-même. Il y parle, noir sur blanc, de créer une société secrète dont le but est l'extension de la domination britannique sur le monde. Comme déclaration d'intention, c'est difficile d'être plus clair quand même. D'accord, mais alors pourquoi? Pourquoi une élite déjà si puissante aurait-elle eu besoin de déclencher une guerre mondiale? Et surtout, comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Le livre suggère qu'ils avaient un plan d'action bien rodé. C'est là que tout bascule. Le récit officiel nous parle du militarisme allemand. Le livre lui répond non, la vraie raison, elle est économique. Au début du XXe siècle, l'Allemagne est en train de devenir une superpuissance industrielle qui fait de l'ombre à l'Empire britannique. Pour l'élite secrète, ce n'est pas juste de la concurrence, c'est une menace existentielle, une menace à éliminer. Et pour ça, ils auraient utilisé un modèle, une sorte de répétition générale avant le Grand Soir, la guerre des Boers en Afrique du Sud. Regardez bien la méthode, c'est presque une recette. Étape 1, on crée un conflit autour d'une ressource clé, ici l'or. Étape 2, on lance la machine de propagande pour diaboliser l'adversaire. Étape 3, on le provoque jusqu'à ce qu'il attaque en premier, comme ça on peut jouer les victimes. Étape 4, on gagne la guerre et on met la main sur les richesses. Ce schéma, d'après le livre, va être réutilisé à grande échelle pour la guerre mondiale. Et pour enfoncer le clou, le livre nous sort ce qui ressemble quand même beaucoup à un aveu. Une phrase attribuée à Alfred Milner, l'un des cerveaux du groupe, où il admet avoir précipité la crise et reconnaît que ce n'était pas une affaire très honorable. Pour les auteurs, c'est la preuve qu'ils savaient très exactement ce qu'ils faisaient. Bon, la répétition générale est terminée. Voyons maintenant comment ce modèle aurait été appliqué à l'échelle mondiale. L'exécution de ce plan aurait duré près de 20 ans. Premier volet du plan, la diplomatie. On voit très bien comment, en à peine 5 ans, l'élite a tissé une toile d'alliance tout autour de l'Allemagne. D'abord avec le Japon en 1902, puis la fameuse entente cordiale avec la France en 1904, et enfin l'accord avec la Russie en 1907. Officiellement, c'était pour maintenir la paix. Selon le livre, l'objectif réel était de construire une cage, un véritable étau militaire pour prendre l'Allemagne au piège. Mais on ne gagne pas une guerre juste avec des traités. Il faut l'opinion publique. C'est là qu'intervient le deuxième volet du plan, la guerre psychologique. Le livre affirme que la presse, contrôlée par des proches de l'élite, a martelé pendant des années un message très simple. L'Allemagne est dangereuse. L'objectif, c'était de créer un sentiment anti-allemand si puissant que le jour venu, la population serait prête à accepter l'idée d'une guerre. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier l'argent. Le troisième volet, il est financier. La fameuse course à l'armement naval entre Londres et Berlin, le livre la présente comme une opération géniale. Non seulement elle servait à justifier la menace allemande, mais en plus elle rapportait des profits gigantesques aux entreprises d'armement, dans lesquelles, comme par hasard, les membres de l'élite avaient des intérêts. Le monde était devenu un immense échiquier. D'après le livre, des crises internationales, comme celles au Maroc, n'étaient pas du tout des accidents de parcours.
C'étaient des coups calculés, des provocations pour forcer l'Allemagne à réagir, pour la faire passer pour l'agresseur, et au passage pour tester la solidité des nouvelles alliances. Chaque pion était avancé avec un seul et même objectif. Toutes les pièces sont maintenant en place. Il ne manque plus que l'étincelle pour mettre le feu aux poudres. Voyons comment s'est joué cet acte final et surtout comment la vérité aurait été enterrée. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Pour l'histoire officielle, c'est ça, l'étincelle. Pour la thèse de Histoire cachée, ce n'est pas la cause, c'est le prétexte. La mèche parfaite que l'élite attendait patiemment pour allumer le baril de poudre qu'elle avait elle-même rempli pendant des années. Ces tableaux y résument tout parfaitement. D'un côté, il y a la version pour le public. On parle de défendre la pauvre petite Belgique, de répondre à l'agression allemande. Et de l'autre, ce que le livre présente comme la vérité des coulisses, un prétexte pour lancer une guerre déjà décidée, une agression qui est en fait une réaction à un encerclement provoqué et des accords militaires secrets dont même le Parlement n'était pas au courant. Et là, c'est le coup de maître, le point final de toute l'opération de dissimulation. C'est l'article 231 du traité de Versailles, la fameuse clause de culpabilité. En forçant l'Allemagne à signer un papier où elle endosse toute la responsabilité de la guerre, l'élite aurait, selon les auteurs, gravé son mensonge dans le marbre de l'histoire, pour s'assurer que personne ne vienne chercher la vérité ailleurs. Au final, cette théorie nous laisse avec une question assez vertigineuse. Au-delà de ce conflit, quelle part de l'histoire qu'on connaît n'est en fait que le récit officiel? Le livre « Histoire cachée » n'apporte peut-être pas la vérité absolue, mais il nous rappelle une chose essentielle. L'histoire est toujours un récit, souvent raconté par les vainqueurs. Et parfois, c'est vraiment fascinant d'aller lire ce qui se cache dans les notes de bas de page.